Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Est-ce que tu te souviens de Britney Spears en 2007, qui se rase la tête, le parapluie à la main, face au paparazzi, le regard un peu fou? Notre génération a grandi avec cette image-là de la bipolarité. Ce qu'on montre du doigt, qu'on juge, qu'on fuit, celle de la folie qui fait peur. J'ai passé la semaine d'après le bac à dormir et à pas pouvoir sortir de mon lit. Une alternance entre des phases de dépression, des phases, j'ai envie de dire, où ton humeur est normale, et des phases où ton humeur est très haute. Et j'ai ma trottie et je descends la rue Lafayette à fond les ballons, cheveux au vent, avec une sensation de « Oh putain, qu'est-ce que je me sens bien !» Chez moi, une phase up, ça va durer quelques jours à une semaine. C'est assez piégeux parce que c'est une sensation hyper agréable. Presque addict, mais la flow que je préfère, c'est celle qui est en haut. Je commence à développer un espèce de trouble où j'ai peur de manger. Je veux être indépendante. Pour moi, je suis hyper fière de travailler. Je suis hyper fière d'être là où j'en suis. C'est pas que du burn-out. Là, vous êtes en train de tomber en dépression. Des épisodes majeurs de dépression que j'ai eus, qui étaient des dépressions postpartum. Les antidépresseurs ont l'effet inverse et me conduisent à avoir des idées noires. Physiquement, j'ai mal. Et mentalement, j'ai mal. Je commence à revivre doucement. Que c'est une maladie dont on guérit pas. Première cause de mort chez les bipolaires, c'est le suicide. J'ai beaucoup de difficultés, en tout cas, à aller dans une soirée où il y a 50, 60 personnes. J'ai un mari qui m'a tout de suite dit « prends soin de toi et prends le temps de prendre soin de toi, en fait. » Peur du regard des autres, peur qu'ils me pensent dingue. J'ai pas du tout été bienveillante avec moi, j'ai encore du mal à l'être. Et aujourd'hui, ma vie est paisible. Sauf que la réalité, c'est pas que ça. Elle est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Elle est dans ton open space. Elle est dans ta meilleure pote qui passe du rire aux larmes, dans tes collègues qui rayonnent le lundi et s'effondrent le vendredi. Et parfois, elle est en toi sans que tu le saches. Florence, elle a mis des années à comprendre. Pendant longtemps, elle a cru qu'elle était juste trop sensible, trop intense, trop tout. Des années à passer du « tout va bien, je gère » au « je peux plus me lever ». Des phases où elle se sentait comme Beyoncé en pleine tournée mondiale et d'autres où juste prendre une douche, c'est trop. Alors forcément, quand le diagnostic est tombé, Florence, vous souffrez d'un trouble bipolaire. Ça a fait l'effet d'une bombe. Et dans sa tête, moi, comme Britney Spears, parce que dans nos têtes, la bipolarité, c'est pas une étiquette médicale. C'est une sentence. Ça veut dire t'es instable, t'es folle, limite t'es dangereuse. Et pourtant, ce qu'elle a découvert, c'est tout l'inverse. On peut être brillante, drôle, aimante, performante, créative et bipolaire. Et on peut apprendre à vivre avec ce chaos et même danser avec lui. Dans cet épisode, on va parler de ce qu'on cache beaucoup trop. Et surtout, on va parler de comment on s'arrête de se suradapter, de jouer les tout va bien, alors qu'on commence enfin à exister, à être soi avec ce petit truc en plus, comme dirait Artus, sans être stigmatisé. On verra quel est le lien entre burn-out et bipolarité. Pourquoi ce mot fait si peur? Pourquoi on parle si facilement de dépression mais jamais de bipolarité? D'où vient cette image du fou, dangereux, du différent? Et surtout ce que ça fait dans ton corps, dans ton cœur et dans tes relations. Et puis comment on apprend à apprivoiser ça? À vivre avec, sans honte, sans masque, à en faire une force. Quand tu comprends enfin ce que tu vis, comment tu recommences à vivre, comment tu fais la paix avec ton cerveau, ton rythme et ton histoire, comment t'en parles à tes proches, à tes enfants, et surtout pourquoi notre société préfère qu'on cache nos différences plutôt que d'en faire une richesse. Alors, dans cet épisode, on va tout ouvrir, tout questionner et peut-être changer un peu la façon dont on voit tous la folie. Salut Florence. Salut Jen. J'espère que tu vas bien. Oui. Un peu stressée, je crois. Un peu, mais contente de faire ce dernier pas. Pour parler du sujet. Ouais, exactement. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite parenthèse gratitude. Déjà pour vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter La Relève chaque semaine. Et pour continuer à le faire grandir, pensez à vous abonner à votre plateforme préférée, que ce soit Apple Podcasts, Spotify ou autre, et à mettre les fameux 5 étoiles. Si vous nous regardez en vidéo, que ce soit sur YouTube ou Spotify, parce qu'on peut nous regarder en vidéo sur Spotify aujourd'hui, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Ça prend 2 secondes et ça nous aide vraiment à faire circuler ces histoires de santé mentale et démocratiser le sujet. En tout cas, merci d'être là. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode avec Florence. D'ailleurs, pour commencer, on y va direct. Florence, j'ai la question un peu rituelle maintenant de l'épisode. J'aimerais que tu me donnes les 3 mots de la Florence de sa vie d'avant. Et souvent, ce que j'appelle la vie d'avant, c'est le moment de bascule qu'on racontera dans ton histoire. Et les 3 mots de ta vie d'aujourd'hui, comment tu les définirais? Je commence par la vie d'aujourd'hui. Tu fais ce que tu veux. Je connais un petit peu le concept, alors je reprends le truc. La vie d'aujourd'hui, je dirais en premier équilibre. Ensuite, amour et joie. Ok, équilibre, amour et joie, c'est beau, ouais.
Et sur la vie d'avant, je dirais incompréhension, souffrance, stress chronique. J'en ai peut-être un peu plus qui me viennent, mais je pense que c'est les principaux. Donc reprends, incompréhension, souffrance et stress versus aujourd'hui amour, équilibre et joie. Ouais. Ok. En gros, est-ce que tu pourrais nous expliquer, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas ceux d'aujourd'hui, parce qu'on va le découvrir peut-être au fur et à mesure, tu pourrais un peu nous expliquer en quoi la vie d'avant, et en fait, si je veux faire un peu différente d'habitude, et puis pour le coup, on se connaît, parce qu'on ne l'a pas expliqué, mais je vais faire une micro-intro. Florence est aussi productrice de l'émission, c'est mes meilleures amies avec qui on s'est associés pour produire la relève. Effectivement, son trouble bipolaire, on verra quand est-ce que tu l'as découvert, mais comme je l'ai expliqué plutôt sur le tard, on aurait pu faire cet épisode tout de suite finalement, parce que Florence était vraiment une invitée de choix dès le démarrage, mais elle l'expliquera aussi, c'était pas forcément quelque chose qui était facile pour elle de témoigner du sujet. On était en train de travailler sur la programmation des émissions, puis à un moment, Florence a dit « Moi, je veux le faire, ça y est, je suis prête ». Donc, elle expliquera peut-être un peu pourquoi aussi tout à l'heure, parce que ça peut être intéressant que les gens comprennent pourquoi, depuis des mois qu'on tourne des épisodes, tu te sentais pas prête, qu'est-ce qui fait que tu peux te sentir prête aujourd'hui dans la construction et ton avancement sur le sujet. Mais ce que j'aimerais dans ta vie d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut tirer le fil presque à l'adolescence ? Parce que est-ce que la notion, comme tu disais, peut-être de souffrance, de stress et... il y avait souffrance, stress... Et incompréhension. Et incompréhension, ouais. Je me permets de le tirer tout de suite parce que pour le coup, pour les gens qui ne savent pas, on se connaît depuis qu'on est en 6e, donc forcément on a passé cette étape... 6e 2. Alors, la 6e 2. On a passé du coup ces étapes ensemble. Est-ce que je pourrais tirer le fil pour t'expliquer ces mots, même si on arrive même au niveau de l'adolescence? Est-ce que tu te souviens justement, quand tu étais ado, est-ce que ces mots-là avaient déjà une résonance? Pas le mot stress, mais par contre, le mot incompréhension et souffrance, il est venu assez rapidement, finalement, sans que ces mots-là, justement, je les mette. C'était vraiment un ressenti. Quand on remonte le fil un peu, une fois qu'on a le diagnostic, qu'on remonte le fil de sa vie, je me suis rendu compte qu'adolescente, j'avais dû faire mon premier épisode de dépression. Je devais avoir 14 ans. C'est passé un peu inaperçu parce qu'on met ça sur le compte de l'adolescence et du mal-être adolescent et de la difficulté de trouver sa place quand on est ado, de son corps qui change, enfin tout ce truc-là. Et donc, j'ai pas trop compris ce qui se passait à ce moment-là. C'est comme ça aussi que ça a été vécu en famille. Et puis, il y a eu un deuxième épisode qui est arrivé au moment du bac. J'ai eu mon bac et les résultats du bac et j'ai passé la semaine d'après le bac à dormir et à pas pouvoir sortir de mon lit. Ça a été un moment assez rude aussi, à pas comprendre ce qui s'était passé et à me dire en fait j'ai trop bossé pour mon bac, je suis crevée quoi, voilà. Mais il y a eu vraiment ce moment-là où le cerveau il était plus là et t'étais complètement déconnectée quoi. Ouais, et incapable de penser, de me lever. Je me levais, j'étais encore chez mes parents, je me levais, je prenais à peine un petit déj et je me recouchais sur le canapé et ça a duré une grosse semaine. Tu pourrais, je te pose la question parce que on va parler on va parler de la bipolarité, on va expliquer ce que c'est. On n'est pas médecin, mais plutôt à travers les regards de quelqu'un qui le vit, de ce que j'ai vécu, de ce que tu vis, de ce que tu sais, parce que pour le coup, tu vis avec maintenant depuis, en tout cas, depuis toujours entre guillemets, mais en tout cas, le diagnostic depuis quelques années. Si j'entends les parents qui nous écoutent, tu vois, parce que comme je disais dans l'introduction, on parle souvent de dépression, mais peu de bipolarité. Alors, tous les dépressifs ne sont pas bipolaires et vice versa. Mais c'était quoi tes signes à toi que tu mettais à la dépression? Et aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'il y a des signes qu'on avait mis à la dépression qui aujourd'hui te permettraient de dire que c'était plus des signes liés à la bipolarité? Non. À l'époque, c'était... c'est comme ça que je le vois. À l'époque, c'était pas forcément possible de détecter la bipolarité et on va rentrer peut-être un peu après dans le détail de ce que c'est la bipolarité. Là où c'était détectable, c'était sur les phases de dépression. Parce que la bipolarité, juste rapidement faire une petite intro dessus, en fait, c'est une alternance entre des phases de dépression, des phases, j'ai envie de dire, où ton humeur est normale et des phases où ton humeur est très haute. Un changement d'humeur, c'est complètement différent d'un changement d'émotion, parce qu'on vit tous des émotions, de la joie, de la tristesse, de l'amour. L'humeur, c'est vraiment, tu te réveilles un matin,
ça va pas. Ou tu te réveilles un matin et t'es pumped up, quoi. T'es Beyoncé, comme. Exactement. Donc, à ce moment-là, ado, ce qui se remarque le plus, c'est pas les moments pumped up, parce qu'en fait... on est dans la phase, on est ado, il y a les insouciances, on est content. Ouais, et puis t'as ce côté hyper vif de l'ado qui vit les trucs à fond. Quand t'es ado... Très intense. Ouais, c'est hyper les intense. Premiers amours, les premiers trucs. T'es à 100%, t'es à 100% partout. Et en fait, du coup, ces phases up, on passe à côté, on les voit pas, on les détecte pas. Mais par contre, on détecte plus facilement la phase de dépression. Pour revenir, effectivement, j'avais été quand même voir la définition du burn-out, la définition de la bipolarité, la fille qui est un peu matrixée. Donc effectivement, pour celles et ceux qui nous écoutent, la bipolarité, comme tu l'as très bien dit, c'est un trouble de l'humeur, des phases hautes qu'on appelle maniaque ou hypomaniaque. Oui. Je sais que tu nous diras un peu la différence après. Où effectivement, à ce moment-là, tout s'accélère, tout est beaucoup plus intense, à des phases beaucoup plus basses, où tout est beaucoup plus lourd, plus ralenti, qu'on peut assimiler effectivement cela, on assimile souvent à la dépression. Bien évidemment, on le dira, c'est pas de la folie. C'est pour moi, et là pour le coup, c'est ce qu'on a parlé amicalement entre Florence et moi. Pour moi, c'est une autre manière de voir et de ressentir le monde. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ok, donc phase adolescente, effectivement. Première phase à 14 ans. Première phase dépression où vraiment se donne après le bac. Là où tu ressens effectivement cette notion de incompréhension et de souffrance, pour faire le parallèle avec les mots. Oui, tu comprends pas ce qui se passe en fait. Et je crois que tu allais dire, il y a un troisième moment, parce que je crois que je t'ai coupé à ce moment-là. Ouais, et il y a un troisième moment, c'est quand je termine mes études et que je vais rentrer dans la vie active. Et là, moment de dépression qui dure tout un été. C'est quand exactement ça ? J'ai mon diplôme au mois de juin et je me revois passer un été à pleurer et à traîner et à pas avoir envie de profiter de cette célébration d'avoir le diplôme. C'est marrant parce que tu as ça après le bac et après la phase universitaire, mais je pense que... Il y a un petit schéma répétitif que je t'expliquerai tout à l'heure. Elle nous fait du teasing, j'adore. Et il y a aussi cette phase d'été qui est importante, je t'expliquerai tout à l'heure. Et c'est vrai que ça survient souvent au mois de juin. Il y a un petit truc qui se passe. Est-ce que tu te souviens à l'inverse, parce qu'on vient de parler justement de cette phase plutôt down qui est plus perceptible. Ouais. Est-ce que tu pourrais aussi expliquer aux gens, c'est quoi cette phase up? Parce qu'en fait, il y a ce côté que tu parles montagne russe de l'humeur, donc c'est rien à voir avec la notion d'émotion, même si par moments elles peuvent être corrélées. Est-ce qu'inversement, tu pourrais parler de ces moments de up, mais qui doivent aussi avoir des moments d'incompréhension? Mais plutôt avant, tu vois, parce que tu vas passer par une phase de burn-out dont on va parler, mais est-ce que tu en as aussi qui arrivent, non pas forcément à l'adolescence, mais au début, ce qu'on appelle de l'âge adulte, que tu pourrais identifier maintenant avec le recul? Identifier des moments aussi précis que sur la dépression, je peux pas t'y identifier. Par contre, je peux te raconter comment tu te sens en phase up. C'est ce que je te racontais, parce qu'on se raconte beaucoup de choses du coup. Mais t'as l'impression d'être invincible, hyper bien. Tu ressens tout à 110%. Il y a des couleurs partout dans ta vie. Tu vois les couleurs, tu as des sensations. Ça sent bon. T'es l'actrice de ton propre film. C'est comme si un peu tu sors de toi et tu te vois et tu te kiffes, quoi. Il y a un rapport de power, de puissance. C'est ça, de pouvoir, de puissance. Quand je te dis tu te sens invincible, tu crois que tu peux tout faire. C'est là souvent où tu vas avoir des envies de projet, initier des trucs, te dire tiens, j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie d'acheter plein de nouvelles choses. Alors, j'aime beaucoup la musique, donc du coup, je me mets à écouter des musiques très gaies, très punchy, très festives. Il y a ce côté-là. Tu pourrais me donner un exemple concret de comment des souvenirs que tu as où ça se manifeste? Ouais, c'est un matin, je me lève, je me sens hyper bien. Là, ça arrive un peu plus tard. Je vais au bureau.
Je prends le train, j'arrive à Gare du Nord, ce qui est pas, tu vois, tout le monde tout le monde fait la gueule. Et moi, je suis avec mes écouteurs dans les oreilles et limite, je chante et les gens me regardent parce que je suis dans mon délire. Et puis, j'arrive à Gare du Nord, je prends ma trottinette, parce que j'ai ma trottie, et je descends la rue Lafayette, à fond les ballons, cheveux au vent, avec une sensation de... Oh putain, qu'est-ce que je me sens bien. Beyoncé qui monte sur scène. Ouais, quoi. c'est ça, c'est vraiment ça. Et puis, alors, t'arrives au bureau ? Et j'arrive au bureau et je suis pumped up et je me dis, je vais tout déchirer aujourd'hui et je vais faire rentrer plein de contrats, quoi. Et voilà. Et cette énergie-là, elle est au max pendant, ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Chez moi, c'est jamais très long, mais après, ça dépend des troubles bipolaires et des personnes. Les phases peuvent être... chez moi, une phase up, ça va durer quelques jours à 1 semaine. Chez d'autres, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Voilà. Et c'est une sensation, c'est assez piégeux parce que c'est une sensation hyper agréable. C'est un truc vers lequel tu as envie de revenir. Presque addict. Presque addict, et puis parce que tu te sens tellement bien, tu as envie de faire tellement de choses, et c'est là où en plus tu arrives à avoir des succès. Parce que du coup, tu as une énergie déployée qui est telle que voilà, puis tu as cette vision que rien ne peut t'arrêter, donc en fait, tu dois être tu dois avoir une forme d'audace, tu dois avoir une forme de manière de voir et de penser qui est presque un peu désinhibée, mais dans le sens de la pensée et de l'action, qui fait que forcément ça amène le succès d'ailleurs. Oui, tu as des nouvelles idées, donc effectivement, il y a cette partie d'audace, et puis en fait, je crois qu'aussi, il y a un truc qui sort de toi, qui rayonne, que les gens voient, et en fait... attractif, quelque part. Ouais, exactement. Puis c'est fun et machin, et les gens, ils ont envie de bosser avec toi, et puis tu deviens... hyper drôle et tu fais marrer l'open space, et voilà, c'est cette sensation-là, si je peux l'expliquer. Et si on veut, quand j'ai appris le diagnostic... On en vient après. Ouais, mais juste on m'a montré, pour expliquer aux proches ce que ça pouvait être, les phases up et les phases down. Il y a un épisode d'une série qui s'appelle Modern Life, qui est dispo sur plein de plateformes. Et c'est l'épisode de la saison 1, épisode 2. C'est Anna Tawai qui joue une femme atteinte de bipolarité, et les phases up et down sont hyper bien décrites, elle le joue hyper bien, et c'est vraiment ce que les gens peuvent ressentir, c'est vraiment un truc presque éducatif à montrer. Ok, trop bien, merci pour la ref. Ouais. En termes identitaires, parce que quand il y a ces up and down, tu sais, on attend cette bipolarité avec ce côté, comme tu dis, en fait, on n'a pas 2 personnalités, on a des humeurs qui ont des vagues très intenses, c'est important, mais effectivement, quelque part, en termes de personnalité, on pourrait se dire, tu as cette Florence-là, et tout d'un coup, comme je disais en introduction, elle va bien le lundi matin, et le vendredi, tu sais pas pourquoi, on est sur autre chose. Identitairement, parce qu'en plus là, je te parle en essayant de te faire rappeler avant le diagnostic, parce qu'il y a cette phase, maintenant qu'on sait, en plus c'est toujours difficile de revenir à comment on pensait avant de le savoir. Identitairement, c'est comment, tu vois, elle est où Florence là-dedans, tu vois? Mais c'est pas une question que je me pose avant le diagnostic, en fait. Ouais. Pour moi, la Florence, c'est celle qui va bien, qui est justement en phase up. La Florence qui est en dépression, je la comprends pas, et c'est pas moi, et j'ai pas envie d'être ça. Et sur la période de Timmy, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, et c'est pas la Flo que j'ai envie de montrer. Période de Timmy, c'est le plateau, c'est entre les deux. Voilà. Exactement. Et donc, on est d'accord que c'est comme s'il y avait quand même presque 3 personnalités, parce que tu as dit, il y a la Flo que j'aime, que j'ai envie de montrer, celle qui me fait un peu encéphalogramme plat, sans saveur ni odeur, et puis l'autre, j'ai plutôt presque envie de la cacher. Donc, comment on vit avec ça? Enfin, vraiment, je me pose la question. En fait, je le vis pas comme étant 3 personnes différentes, tu vois, parce que là, après, on va sur d'autres troubles, troubles de la personnalité, etc. C'est pas ça. Mais je le vois comme Flo. La Flo, c'est celle qui est en phase up, et quand tu es en phase down ou en euthymie, je comprends pas ce qui m'arrive, en fait. D'où l'incompréhension. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Et pourtant, tu expliques quand même que les phases up, elles sont assez courtes, donc il y a quand même des phases d'incompréhension. Le plateau, finalement, il est neutre dans la compréhension. Le plateau, il est neutre. Je l'aime bien, ce plateau, mais je préfère le up. Ouais. Tu vois, voilà. Parce que tu sais qu'il existe. Je sais qu'il existe. En comparaison, c'est pas que le plateau, il est incompréhension. Tu pas que tu l'aimes pas. Non, celui-là. Mais c'est juste que comme tu sais que le up existe et que tu l'as dit qu'il y a une forme de puissance et de kiffance, c'est ça. C'est de se dire, bon, ça c'est sympa, mais
c'est plus fun d'aller là-haut, quoi. Exactement. Ouais, la compréhension, c'est plus sur la partie dépression, enfin phase down. Le Timmy, elle est bien, voilà, mais la Flo que je préfère, c'est celle qui est en haut. On reviendra un peu après parce que je voudrais arriver au moment où il y a alors, pas exactement le mot diagnostic. Je sais que juste avant, Florence, tu as au travail, donc Florence travaillait comme moi, pour le coup, à l'époque, en finance, en banque. Tu étais dans un pôle qu'on appelait en plus justement divertissement. Donc vraiment le fait de financer justement les projets de production dans tout un univers et varié. Je sais que quelque part, tu étais très stimulée, parce qu'il y a un rapport de stimulation dans cet univers-là. Néanmoins, il se passe des sujets d'organisation et il y a ce moment d'effondrement, de burn-out. Est-ce que tu peux juste raconter un peu ce qui se passe parce qu'à partir de là, effectivement, il va se passer des choses par rapport à ton diagnostic. Ok. Alors, pour que ce soit clair, on est dans un moment où j'adore ce que je fais. Je suis hyper passionnée. J'ai aucun souci à me donner, à bosser à 100%. Il y a la phase Covid, avant le burn-out, où là, je me connecte le matin à 7h, j'en oublie de m'occuper de mes enfants à qui je dois faire la classe. Parce qu'il n'y a pas d'école. Je bosse jusqu'à des 22h sans s'en rendre compte parce que c'est la nouveauté du télétravail et t'es chez toi et que du coup tu bosses comme... Et puis je suis là pour mes clients parce que mes clients, c'est tout le monde du spectacle, donc fermeture administrative, ils peuvent plus bosser, donc il y a plein de choses à faire, à mettre en place pour eux. Et là, du coup, je sens que ça muse quand même déjà un peu. Je commence à sentir un peu de fatigue. Et puis après cette phase Covid, il y a toute une phase, effectivement, dans la banque dans laquelle je travaille où tout se désorganise. Enfin, c'est réorganisation sur réorganisation. Il y en a une tous les 12 mois. Tu sais plus qui sont tes interlocuteurs en interne. Les clients comprennent plus aussi tous les changements. Toi, tu es au milieu de tout ça. J'ai des collègues qui tiennent pas. J'ai 2 collègues qui partent en burn-out. J'ai une collègue qui part en arrêt maladie parce qu'elle a déclenché un cancer du sein. On se retrouve finalement sur une équipe de 6 personnes plus mon directeur à finalement 3 personnes. Et en même temps, faut que le taf soit fait. Donc, on se répartit les clients, les portefeuilles et on continue d'avancer. Et on continue de faire nos chiffres, on continue de faire des belles performances. Et puis c'est hyper intense parce que c'est un milieu que j'aime tellement. Je discute tous les jours avec des labels de musique, avec des gens qui créent des spectacles, avec machin. L'univers te stimule. Ouais, je suis... La créativité des artistes, l'univers te stimule. Je suis passionnée par ce qu'ils font. Je suis hyper passionnée par ce que je fais parce que ce que je fais, ça permet d'accoucher d'un super projet artistique. Et puis, je suis dans une super équipe et on s'éclate et on se marre et j'adore ça, quoi. Donc, qu'est-ce qui t'amène justement au burn-out ? Au burn-out, en fait... il y a plusieurs trucs, c'est que le fait d'être désorganisée, finalement, j'arrive plus à faire mon travail correctement et ça me mine énormément parce que j'ai à cœur de bien faire et voilà. Il y a aussi autre chose qui me mine, c'est qu'en fait, dans toutes ces réorganisations, on finit par comprendre que notre département qui était vraiment spécialisé dans ce qui me faisait kiffer, ils vont le faire disparaître et qu'ils n'ont pas envie de miser dessus. Donc moi je m'acharne en disant mais si on va sauver le truc, on va y aller, on va leur démontrer qu'on est les boss, tu vois. Donc voilà. À ce moment-là, je traverse aussi au niveau perso une période un peu compliquée avec un déménagement, changement d'école pour les enfants, faut se réadapter.
Je vis aussi quelque chose d'intense avec une de mes très bonnes amies qui traverse une période hyper difficile et que je vis avec elle et ça m'atteint beaucoup, sans rentrer dans le détail. Et un matin, non pas un matin, parce qu'en fait ça vient progressivement plutôt. C'est-à-dire que sur la phase jusqu'au burn-out qui est la phase d'effondrement, il y a tout le burn-in. Enfin, c'est long en fait. Ouais. Les gens pensent que on parle souvent de la phase d'effondrement, mais ça peut être très long. En fait, t'as le moment où tu dors pas, t'as le moment où tu dors pas, t'es hyper stimulé. J'avais des problèmes gastriques énormes. Non mais je me souviens. Avoir mais vraiment des envies de vomir. J'ai fait 2 ulcères quand même avant mes 40 ans. Enfin, il y a quand même un petit sujet quoi. J'arrivais à peine à manger parce que dès que je mangeais, j'avais mal et j'avais envie de vomir. Donc je commence à développer un espèce de trouble où j'ai peur de manger parce que je veux pas ressentir cette douleur. On retrouve la notion de souffrance sous une autre forme. Exactement. Et en plus, du coup, ça me fatigue parce que je mange pas assez. Je perds du poids. Il y a... du coup, j'ai des problèmes de tension aussi. J'ai la tension qui chute. Donc, il y a des moments où je vois des étoiles sur l'open space. Donc tout ça arrive progressivement et puis un matin le 21 janvier parce que là pour le coup je m'en souviens très bien. On s'en souvient tous très bien. Voilà, je me lève, je pleure, c'était le réveil sonne, je pleure, je me lève, donc je m'assois sur mon lit parce que j'arrive pas à me lever debout, je sens que j'ai envie de vomir, je vais aux toilettes, je vomis, je pleure et je n'arrive pas à me relever. Je suis assise devant les toilettes. Voilà. Donc, moment un peu compliqué. À ce moment-là, il y a mon mari qui passe, qui comprend pas ce qui se passe, qui me voit quand même, je lui fais peur, et qui me dit, tu vas pas au boulot, j'emmène les enfants à l'école, va prendre ta douche et recouche-toi, quoi. Et donc, c'est ce que je fais, et il me dit, là, il faut que tu prennes rendez-vous chez le médecin. Voilà. Et du coup, là, c'est à ce moment-là où t'es arrêtée. Tu diagnostiques le burn-out à ce moment-là, directement, quasiment J'arrive chez ma généraliste, qui nous connaît bien parce qu'elle suit toute la famille depuis longtemps, voilà. Et qui me dit... alors, elle me dit pas le burn-out, elle me dit, il y a vraiment un épuisement, il va falloir s'arrêter. Et donc, elle me fait un premier arrêt de 15 jours. Moi, je trouve que 15 jours, c'est beaucoup et que j'ai juste un coup de mou et que j'ai besoin de dormir un peu puisque ça faisait quelque temps que je dormais pas. Le déni. Ouais. Non, mais clairement. Et il dure longtemps, ce déni, parce qu'en fait, donc, elle m'arrête 15 jours. Je la revois au bout de 15 jours. Moi, je pense que ça va mieux, mais en fait, je m'effondre à nouveau dans son cabinet et je repleure. Double déni. Donc, elle me dit, on se réarrête 15 jours. Après, il y a les vacances scolaires de février qui arrivent. Et en fait, dans ma tête, je me dis, c'est bon, j'aurai eu 15 jours d'arrêt, 15 jours de vacances avec les vacances scolaires de février. Et après, je reviens, quoi. Et en fait, pendant les vacances scolaires de février, je suis au fond du trou. J'arrive pas à profiter des vacances. J'arrive pas à me bouger. Voilà, il se passe pas grand-chose. T'es HS. Ouais, je suis HS. Et en fait... émotionnellement, physiquement, psychiquement, tu sens... Ouais, et puis du coup, en arrière-fond, je me dis, putain, il faut que je retourne au boulot, quoi. Ouais. Et à chaque fois que je pense à ça, je vomis. Chez moi, j'ai un petit... voilà, c'est Kenny. Mais carrément. Même toi, Kenny, c'est quand ça lui fait plaisir, là, pour le coup. C'est un Kenny inversé, quoi. Ouais, c'est ça. On arrive à en rire, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Ouais, puis Kenny, c'est un running gag en plus, donc voilà. Ouais, donc effectivement, tu vois bien que sous le couvert de non, je suis forte, je vais y aller, 15 jours ça suffit. Enfin, puis on a été éduqués avec ce côté de on s'arrête pas, on produit, on est forte, etc. Finalement, tu vois que le temps, tu te rends compte qu'effectivement, en fait, faut que j'y retourne. Tu vois, il y a ce côté un peu faux, alors qu'en fait, on ne s'écoute pas encore parce qu'il faut savoir que quand on est dans ces phases d'épuisement, on est complètement dissocié entre la volonté de je dois être et ce que notre corps est vraiment en train de nous dire et ce qu'il ressent. Sauf qu'effectivement, plus le temps passe, plus on prend un peu de distance, mine de rien, avec l'employeur et tout l'environnement de travail. Et puis arrive ce moment où, en fait, quand je pense à lui,
toi, t'es en train de dire, je vomis. Ça veut dire qu'il y a ce rejet. Vraiment, le corps te signifie un rejet. Rejet de l'environnement. Ouais, c'est le corps qui me le dit parce que dans ma tête, en fait, j'aime tellement mon boulot, j'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement mon équipe, j'ai des collègues qui sont formidables que j'ai pas envie de quitter tout ça. Il y a aussi un autre truc hyper important, c'est que j'ai pas envie d'être tu vois, ce côté assisté, machin, je veux être indépendante. Pour moi, je suis hyper fière de travailler, je suis hyper fière d'être là où j'en suis. J'appelle ça la féministe matrixée. Ouais, non, mais effectivement, l'expression, elle est pas mal. Donc, déni assez long, mais en fait, je peux pas y retourner, c'est physique, je vomis, je peux pas, et j'ai toujours pas assez de force physique, hein, là, c'est vraiment ça. Hein, et donc, j'y retourne pas. Et, ma généraliste me refait un arrêt et elle me dit, mais là, par contre, c'est pas que du burn-out. Là, vous êtes en train de tomber en dépression. Et donc, elle me prescrit des antidépresseurs. Je suis tellement au fond du trou que je sais pas quoi faire, je comprends pas ce qui m'arrive, je les prends. J'ai pas ce tabou avec les médicaments, je prends ces antidépresseurs. Et ça me fait pas du bien. Mais pas du bien. C'est la première fois, parce que je t'ai pas posé la question, parce que tes premières phases que tu expliquais de dépression, tu t'es senti pas bien à 3 reprises. À ce moment-là, tu n'avais pas été, entre guillemets, substantée ou accompagnée par médicaments à ce moment-là? Pas le besoin? Non. Et puis en plus, je t'ai même pas parlé des 2 autres épisodes majeurs de dépression que j'ai eu, qui étaient des dépressions postpartum. Ouais, c'est vrai. Où pareil, j'ai pas été traitée parce que... j'avais été forte en plus. Ouais, puis méga forte, quoi. C'est pas le baby blues que j'ai eu. C'est baby blues, c'est limite sympa, quoi. C'est important, effectivement, d'en parler. Parce que je me souviens que tu as vu, qui avait été très violent. Mais pour reboucler, du coup, à cette période-là, du coup, là, tu te fais accompagner et tu prends. Donc. C'est en fait... Alors, je m'étais fait accompagner au moment d'un postpartum, et d'ailleurs, grâce à toi, parce qu'en fait, tu viens me voir un jour au boulot, et j'arrive, je te dis bonjour, je pleure. Et là, tu me dis, Flo, va voir quelqu'un. Et donc là, je vais voir une psychologue. Et la psychologue m'aide, ça me fait une espèce de pansement. Mais là, avec ma généraliste, là, elle me dit, là, vraiment, il vous faut une béquille. Ne serait-ce que pour reprendre un peu de... L'idée, c'est pas de prendre un traitement longtemps, mais c'est de tenter, voilà, pour que... Voilà. Sauf que ça se passe pas bien du tout, que les antidépresseurs ont l'effet inverse et me conduisent à avoir des idées noires. Alors, quand on dit idées noires, les gens se rendent pas compte, ça a l'air un peu sympa, mais en fait, idées noires, c'est que j'ai eu envie que tout s'arrête, j'ai eu des envies de suicide, j'avais même imaginé comment j'allais le faire, et ça c'est hyper dur. Et c'est la première fois que t'en arrivais jusque-là? C'est la première fois que j'en arrivais jusque-là. Et c'est là où la souffrance, la souffrance ultime. Ouais. Là, vraiment, et justement, c'est parce que tu as une souffrance ultime que tu en arrives à avoir ces idées noires et à te dire il faut que ça s'arrête. Et le seul moyen que tu vois pour que ça s'arrête, c'est de te suicider, en fait. C'est de mettre fin, parce que quelque part, la souffrance, elle est véhiculée par ce que tu ressens. Donc, quelque part, t'as un véhiculeur, n'importe quoi. C'est véhiculé, je veux dire, par l'intérieur, véhiculeur, voilà. Je voudrais poser une question, elle peut paraître impudique ou bizarre, mais pour que les gens comprennent, c'est-à-dire que d'où elle part? Enfin, moi, pour le coup, en tant que burn-out, j'ai pas fait de dépression. C'est quoi la mécanique de cette idée noire? D'où elles viennent? Est-ce que c'est la souffrance qui crée les idées noires? C'est les idées noires qui créent la souffrance? T'arriverais à expliquer, si c'est explicable, hein, ça se trouve, c'est même pas explicable, ma question est je me suis jamais posé la question, donc en fait, je vais te répondre en live. Ce sera peut-être pas une bonne réponse ou très claire. La souffrance, elle vient de ce que tu es en train de vivre, c'est-à-dire que tu dans cette dépression, physiquement j'ai mal et mentalement j'ai mal. C'est vraiment je sais pas comment te le dire, mais j'ai mal, quoi. J'ai mal et partout, quoi. Donc, et c'est pas une douleur précise, genre j'ai mal à mon genou, quoi. Ouais. C'est j'ai mal, quoi. Et j'ai mal à ma chair, j'ai mal à mon âme. J'ai mal partout, quoi. Dans ma tête, dans mon ventre, dans tout. Et je sais pas comment faire pour que ça s'arrête.
dormir, ça marche pas, manger, ça marche pas, prendre des antidépresseurs, ça marche pas. Et j'apprendrai après qu'en fait, les antidépresseurs ont eu un rôle aussi là-dedans, parce que les antidépresseurs, c'est pas du tout bon quand t'es bipolaire, et que justement, ça provoque cette descente aux enfers. Et que t'étais en train de vivre finalement. Que j'étais en train de vivre, et sauf que je comprenais pas, tu vois, parce que pour moi, j'avais fait un burn-out, j'avais un coup de mou, je faisais une dépression. On me donnait des médicaments, je les prenais. Voilà, finalement, rien. Je faisais ce qu'on m'avait dit, j'essayais d'aller marcher, de m'aérer, de machin, de faire du dessin. Rien n'y faisait. Mais ça changeait rien, et je m'enfonçais encore plus. C'est surtout ça, c'est que je m'enfonçais de plus en plus, en fait. Et ça dure combien de temps jusqu'au moment où justement tu décides d'aller voir le psychiatre ? En fait, c'est ma généraliste qui me dit là, il y a un truc qui va pas, et en fait, ça dépasse mon champ de compétences, et là, il faut aller voir un psychiatre. Donc, je vais voir un psychiatre. Alors, quand elle me dit ça, on doit être au mois de avril-mai. Oui, j'ai déjà passé quand même 2-3 mois. Donc, il s'est déjà passé 2-3 mois. Même, et c'était janvier, en fait. Donc, on arrive même à 4-5 mois depuis le moment où tu vomis dans la salle de bain, quoi. Ouais, c'est ça. Quand même. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, avril. Ouais, je pense que c'est ça. Avril. Ouais, okay. Voilà. Bref, donc avril. Et là, je vais voir le psychiatre. Je lui explique ce qui m'arrive, mais faut savoir que du coup, pour poser un diagnostic en psychiatrie, c'est pas en une séance, tu vois, donc c'est en plusieurs séances. Et il me dit, déjà, on va commencer par, visiblement, les antidépresseurs que vous avez, ça marche pas bien, donc on va les réduire progressivement, les remplacer par d'autres antidépresseurs, puisque tu as différentes molécules, voilà. Et puis, ça s'arrange pas, quoi. Ça s'arrange pas. J'ai souvenir qu'au mois de juillet, je viens te voir au studio. T'habites à Osgore. Je viens te voir à Osgore. Et puis, ça va pas, quoi. Et je dois prendre la voiture pour repartir de chez toi. Ouais, je me souviens, ouais. Et là, j'ai peur de prendre la voiture. Et je te demande de me faire un câlin. Donc, ça va pas. Du coup, tout ça, je le partage avec mon psychiatre qui me surveille comme le lait sur le feu. Et là, avec toutes les discussions qu'on a pu avoir, tout ce qu'on a fait en thérapie, quand on refait toute l'histoire de la vie, ça s'appelle l'anamnèse, etc., qui voit les effets que ça a sur moi et tout, là, il me dit, il y a un diagnostic bipolaire, quoi. Et en fait, il fait ça parce que je viens le voir. Ouais, alors, en plus des antidépresseurs, je prends un petit mélange d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Et l'anxiolytique me provoque une montée. Des up. Ouais, me provoque un up, et il me voit en up. Et c'est là que, du coup, il arrive à poser le diagnostic. Mais ces phases de up, elles se voient pas bien. Tu vois beaucoup mieux la phase de dépression. Ce que tu disais au début, ouais. Ouais, et donc du coup, c'est comme ça qu'il arrive à poser le diagnostic, et là, on change d'approche, et on enlève tout ce qui est antidépresseur, donc doucement. Et là, on passe sur le traitement pour la bipolarité, qui est en fait un stabilisateur d'humeur. Donc, on n'est pas du tout sur de l'antidépresseur. Et là, je commence à revivre doucement, quoi. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur le moment du diagnostic et de l'annonce. Ouais. D'accord ? Parce que pour le coup, on en discutait il y a pas très longtemps. Je sais pas au bout de combien de temps tu m'appelles, tu sais pas, quasiment le lendemain ou quelques jours après, comme pour ta grossesse où tu m'avais appelé juste après avoir fait pipi, enfin voilà. Donc on ne devait pas être loin de quelques minutes après le diagnostic. Et je me souviens parce qu'effectivement je suis là et je me vois en train de faire les 100 pas au téléphone avec toi. Quand on t'annonce, et je crois que quand on n'a pas, tu m'as dit, je me souviens pas de ce moment-là. Mais non, je m'en souviens pas. Moi, je me souviens de Florence qui me dit, faut que je t'annonce un truc, comme si effectivement, tu allais m'annoncer un truc grave. Big news. Tu vois, non, mais même, j'entendais la notion de gravité de ce que tu allais m'annoncer. Tu me l'annonces. Effectivement, je me souviens du choc du
du diagnostic. Et d'ailleurs, tout le fait que j'ai repris cette référence-là en introduction, avec vraiment ce truc, mais bipolaire, c'est Britney Spears, quoi. Enfin, moi, je suis pas comme ça. Enfin, t'avais aussi toi-même cette définition un peu de la stigmatisation qu'on peut avoir autour de la société de la bipolarité, avec ce... faut que j'encaisse le diagnostic, quoi. D'accord ? Est-ce que tu pourrais expliquer ce qui se passe à ce moment-là avec... on me donne un diagnostic, on pourrait croire, ça y est, finalement, je comprends mieux ce qui se passe, parce que tu parlais d'incompréhension. Et en même temps, il faut avaler ce que c'est. Mais est-ce qu'il faut l'avaler parce qu'il y a toute la notion de la société ? Enfin, il se passe quoi à ce moment-là ? C'est hyper compliqué parce que déjà, tu as un soulagement parce qu'on met un mot sur ce qui t'arrive. Donc, ok, bipolaire, très bien. Comme tu le dis, c'est vrai que je me souviens pas vraiment du moment, mais je me souviens de mes impressions. C'est qu'il y a l'image de Britney Spears qui arrive, qui se rase la tête, qui fait des trucs de dingue. Et je dis, mais en fait, c'est pas moi, quoi. Il se trompe. Il est perché, mon psychiatre, il se trompe, quoi. C'est lui le bipolaire. Moi, je suis pas bipolaire, en fait. Enfin, tu vois. Le déni encore. Un peu cette réaction et puis de rejet complet. Et en même temps, ça soulage. Et puis là, je me dis, putain, mais si c'est vraiment ça, parce que je doute encore que c'est ça. Si c'est vraiment ça, putain, il va falloir que je l'accepte parce qu'en fait, le psychiatre m'explique à ce moment-là que c'est une maladie dont on guérit pas. On peut pas la guérir. Est-ce que c'est vraiment une maladie d'ailleurs ? Alors, je sais pas. Ah ouais ? Non, je sais pas. Oui, si, en fait, c'est une maladie, puisque l'image qui reprend souvent et que j'aime bien aussi reprendre, c'est comme quelqu'un qui est diabétique, en fait. Tu vois, il est diabétique, il prend son traitement à l'insuline. Moi, j'ai un trouble bipolaire, j'ai mon traitement de stabilisateur d'humeur. T'expliquer d'où ça vient exactement, c'est un peu compliqué parce qu'en gros, ils savent pas trop. On pense que y a une origine, peut-être un dysfonctionnement dans le cerveau, mais ils en sont pas sûrs. Ils ont pas encore identifié ce qui déconnait ou s'il y avait... déclenche en tout cas en termes de biochimie ou... Alors, si ils identifient qu'il y a des déclencheurs, par exemple, un burn-out, c'est un déclencheur. Je sais que t'en connais plusieurs, tu pourrais en dire, parce que je crois qu'on en avait parlé, alors moi je suis pas une experte, c'est des discussions qu'on a eues, mais il y a un mélange effectivement, donc burn-out, ce qui déclenche c'est l'environnement finalement, le surstimuli peut-être que tu as vécu à ce moment-là, les changements d'organisation, parce que tu expliques changement d'organisation dans la structure, déménagement, épuisement, enfin t'as un cocktail quand même, c'est-à-dire que... Oui, c'est ça, en fait, t'as plein de déclencheurs, on va dire, les bipolaires, ils aiment bien leur routine. Donc, effectivement, dès que ça change un peu, ça devient un peu compliqué, ça peut déclencher des phases, soit dans un sens, soit dans l'autre, soit up, soit down. T'as la surstimulation, il y a la consommation excessive d'alcool, la consommation excessive de psychotropes, donc ça peut être du cannabis, de la drogue... Il y a aussi, en fait, c'est une surconsommation de tout, tu vois. Ça peut être un déclencheur. Et parfois, tu n'arrives pas à identifier le déclencheur aussi. Il y a tout un côté hormonal. Ils n'ont pas toujours prouvé le truc, mais par exemple, ils pensent que si ça se développe, en fait, la maladie, souvent, elle se déclenche à l'adolescence et on ne le voit pas, ce déclenchement à l'adolescence. C'est le moment où tu as un bouleversement hormonal. Les postpartum, c'est là où j'ai eu aussi des grossesses, bouleversement hormonal. La grossesse, tout ça, c'est un peu compliqué. Au niveau hormones, il se passe plein de trucs. Donc voilà, je crois que je t'ai listé grosso modo les hormones, les changements d'habitude quand t'es un peu, quand on te sort de ton environnement, la consommation d'alcool. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Ou stupéfiants, etc. Ouais. Est-ce qu'aussi, parce qu'effectivement, tu es en train de dire que, parce que tu as regardé beaucoup le sujet, etc., tu t'es renseigné, puis même avec ton psychiatre, on voit bien que ce sont des sujets sur la santé mentale et ce qu'on appelle les troubles psychiques liés effectivement à notre biologie et notre cerveau, où on n'a pas encore toutes les données, on n'a pas toutes les informations. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'on les diagnostique tard et que c'est pas facile. Parce que tu viens de le dire, j'ai eu un diagnostic sur le tard. Il y a des gens qui sont peut-être diagnostiqués un peu plus tôt. Tout dépend finalement comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un rapport d'hérédité aussi où, pour le coup, il y a
y a des pistes là-dessus, mais pareil, il y a pas de vérité ou il y a, en fait, un terrain. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait en ce moment. Je me tiens pas au courant de tous les résultats. Par contre, ce que je sais, c'est que on remarque effectivement que chez les bipolaires, il arrive régulièrement qu'il y ait des personnes atteintes de bipolarité dans la famille, que ce soit au niveau des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. Souvent, ça arrive que dans la famille, il y en ait déjà. Est-ce que du coup, c'est un truc que tu te transmets génétiquement pour l'instant? Il n'y a rien de prouvé en tout cas. Ouais, j'ai pas la réponse. Mon psychiatre me dit que pour l'instant, c'est pas prouvé. Après, il y a aussi le fait peut-être que dans le truc génétique, c'est pas forcément génétique, mais c'est le fait de grandir dans un environnement. Imaginons que tu grandisses avec une personne qui est bipolaire. Tu vas avoir tendance, toi aussi, à te suradapter pour pouvoir vivre avec la personne atteinte du trouble bipolaire et peut-être toi aussi déclencher justement un dérèglement de ton humeur aussi à ce moment-là. Maintenant, ce que je dis, c'est peut-être faux. Ah, mais c'est ce que tu ressens là. Enfin, c'est du ressenti, c'est ce que j'ai pu lire aussi, puisque quand tu te retrouves face à ça, t'es un peu seule. Donc à un moment, je me suis inscrite dans une association. La Maison Perchée. La Maison Perchée, voilà, qui est une association formidable, qui organise des groupes de parole et aussi de la paire-aidance. Et en fait, en discutant avec d'autres personnes atteintes de ce trouble psy, c'est ce que j'ai pu en déduire, tu vois. Mais on est tous en recherche de réponses, tu vois. C'est un peu... voilà, c'est pas encore... c'est pas, on te dit, on te fait un test et tu sais que t'es bipolaire, quoi. On te fait une prise de sang. Non, ça n'existe pas. Du coup, Florence, au milieu de cette interview, il va se passer c'est pas un jeu, mais on a décidé dans la relève de faire quelque chose de nouveau. On appelle ça les mots qui piquent. En gros, ce que je vais te demander, moi j'adore les mots. Les mots ouvrent des univers et souvent, lorsqu'on dit un mot, on a notre inconscient personnel et collectif qui se prononce. Si tu veux bien, je vais te donner une série de mots. Et j'aimerais que pour ces mots, tu me donnes les 2-3 premiers mots qui te viennent à toi lorsque je te le dis. Dis-moi si c'est clair. Ouais, c'est bon. Clair ? Ok. Donc, ce que je voudrais que tu me dises, c'est justement qu'est-ce qui te vient dès qu'on te dit le mot bipolarité ? J'ai encore l'image de Britney Spears, tu vois, comme quoi j'ai encore des trucs à déconstruire. Tu réfléchis pas, ce qui te vient directement, ce que j'ai dit, le mot folie ? Danse, et c'est beau. Ok. Médicament ? Ouais, une aide et après j'ai pas d'autres mots qui me viennent. T'as rien qui t'est venu quand t'as eu le mot médicament ? Quelle image tu as eu ? J'ai pas d'image là qui me vient en tête. Dans mon cerveau, c'est aide. Ok. Créativité ? J'ai le dessin qui vient, j'ai la musique qui vient. Ok. Suradaptation ? Bipolaire, justement. Vitesse. Normalité ? Compliqué. Ouais, je vois une image qui est une règle qu'on mesure, quoi. Enfin, tu vois. Ok, ok. Ce qui est intéressant, c'est donc bipolarité, tu viens de le dire, c'est hyper intéressant parce que toi-même tu le vis et mine de rien, lorsqu'on te donne le mot, arrive encore cette notion de Britney Spears, donc cette image encore de quelqu'un avec cette humeur justement variante mais extrêmement intense au bord de l'image de la folie. Ce que je voudrais comprendre, c'est toi qui le vis par rapport à la société, comment on pourrait déconstruire ça ? Parce que je me souviens d'une phrase que tu m'as dit sur tous ces sujets de santé mentale et surtout plus spécifique pour toi qui est troubles mentaux. C'est cette notion de le problème, c'est qu'on veut absolument nous soigner alors que quelque part dans nos troubles, en fait, même si on peut être accompagné et soulagé, pas forcément soigné, on peut vivre avec ça sans être stigmatisé de folie, dérangeant, sorti du cadre et avoir la peur, tu vois, ou dangereux, tu vois. Oui, bien, en fait, quand dans l'esprit des gens, attention, pas tout le monde, hein, mais dans l'esprit des collectif, gens, l'inconscient collectif. Voilà, l'inconscient collectif, la bipolarité, c'est
ils pensent que les gens qui sont bipolaires sont des gens dangereux. C'est absolument pas le cas. On n'est absolument pas dangereux. Au contraire, si on est dangereux, c'est on est dangereux pour nous-mêmes. Parce que dans les phases de dépression, il peut y avoir ces idées de c'est la première cause de mort chez les bipolaires, c'est le suicide. Donc on est avant tout dangereux pour nous-mêmes, mais pas pour les autres. Il y a ce côté justement encore complètement la personne, elle est pas sur Terre, elle a complètement décollé et voilà. Et c'est pas le cas de tous les bipolaires, parce qu'en fait, il y a différents types de bipolaires, type 1, type 2, type 3. Et en fait, tu peux très bien... alors moi, j'ai un type 2, voilà. Tu peux très bien vivre avec un type 2 et avoir une vie avec un travail, une activité, une vie de famille, être une super maman, être une épouse... et avoir une relation avec son mari équilibré, ouais, voilà. Le mot d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est ça. Donc ça, c'est important de le démystifier, parce que c'est pas du tout l'image qu'on en a. Et c'était quoi le reste de la question? Parce que du coup, je suis partie dans mon truc. Mais ça ira, c'était de se dire, en gros, c'est creuser, en fait, c'est moi-même, je suis bipolaire, mais même en sachant ça, mon inconscient collectif reste. Donc c'est aussi... Oui. Comment on le déconstruit? Comment on aide à le déconstruire, cette image? Comment on aide à déconstruire cette image, tu vois? Bah justement, en acceptant d'en parler, c'est pour ça que j'ai fini par dire oui pour venir là. J'en ai parlé à mes très proches. J'en ai pas parlé publiquement jusqu'à maintenant. Et justement, ça fait partie processus. Exactement, du processus, et des choses qui sont importantes. En fait, quand je vois les personnes qui sont à la maison perchée, par exemple, et qui ont le courage de le dire haut et fort, et de le revendiquer, ou d'autres personnes que je peux voir aussi sur les réseaux sociaux qui le revendiquent haut et fort et qui en sont fiers, tu vois. Tu penses à Léa Vigier, par exemple? Oui, à Léa Vigier, et que je trouve formidable dans sa démarche. Et du coup, toutes ces initiatives, ça permet de démystifier un peu le truc. Et puis de montrer le côté sympathique et fun, parce qu'en fait... quand on parle de folie, et quand il y a souvent l'association avec le mot danger, peur, et en fait, non, on est... Toi, tu m'as dit danse. Ouais, non, parce que justement, c'est plutôt cool, tu vois. Pourquoi danse? Parce que il faut apprendre à danser avec tes différentes humeurs, et te dire, là, c'est ok, je suis pas bien. Je vais accepter ma période plaid, mouchoir, parce que je pleure, et puis après, t'as le côté de l'optimisme stable, où en fait, tu te sens bien et t'en profites, et puis après, quand il y a une petite montée, là, tu te dis, bon, ok, il faut que je revienne à mon truc. Et du coup, dans la manière de vivre la maladie, tu apprends qu'il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi plein de choses à mettre en place qui vont te permettre de vivre avec, et de le vivre bien, sans toute la souffrance que j'ai pu avoir avant le diagnostic. Tu penses à quoi quand tu dis ça, justement? Y a des choses donc à mettre en place, dans le sens où j'ai besoin d'une routine. Donc il y a des choses à mettre en place en tant que bipolaire? Il y a des choses à mettre en place en tant que bipolaire? En tant que bipolaire, pour t'aider à vivre mieux, sans souffrance, ton trouble. Ça va être, par exemple, d'avoir une routine, vraiment de te lever à la même heure, de dormir à la même heure, de manger aux mêmes heures. Ça va être aussi d'avoir des moments d'exercice en plein air. Mais quand je dis exercice, moi je suis pas une coureuse, je suis pas une sportive. C'est comme moi, t'es une marcheuse. Ouais, donc voilà, de marcher dans la forêt, ça m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai adopté une chienne avec qui je me balade, et c'est un truc hyper apaisant. Ça va être aussi dans ta manière de t'alimenter. Donc je mange mieux. Je mange mieux, c'est-à-dire que je mange de tout, ce que je faisais pas avant.
Je mange à des heures qui me permettent aussi de respecter mon métabolisme pour pas trop faire travailler mon estomac. Ça va être aussi d'éviter la surstimulation. Donc, bon. C'est quoi tu pourrais du coup définir c'est quoi la surstimulation? Alors, du coup, pas trop d'écran. La surstimulation, moi, ça va surtout être les sorties. C'est-à-dire que je peux plus, où j'ai beaucoup de difficultés, en tout cas, à aller dans une soirée où il y a 50, 60 personnes. Là, ça devient vite compliqué, quoi. Voilà. Et ça peut me faire partir dans un sens ou dans l'autre. Donc, je sais que Alors, je m'interdis pas d'y aller parce que je veux pouvoir vivre normalement. Par contre, je sais qu'à un moment, je vais sentir que là, ça va pas. Et donc, du coup, je peux partir sans dire au revoir aux gens, quoi. Voilà. Et faut que je me dise que... C'est OK. Voilà, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est un réflexe de protection. C'est comme ça. Les gens qui me connaissent l'acceptent. Et dans les 60 personnes qui sont là, ceux qui me connaissent pas, je m'en fous un peu. Donc, t'apprends aussi justement à te préserver. T'apprends aussi à être détaché du regard des autres parce que quand tu commences à dire j'ai un trouble bipolaire ou souvent ça m'arrive par exemple. Tu vois, quand je vais voir d'autres professionnels de santé, que ce soit, c'est rien, gynéco, kiné, machin, ils te posent toujours la question est-ce que vous prenez un traitement ou des médicaments ? Faut que je dise, moi, que je prends un stabilisateur d'humeur. Et donc là, tu dois l'annoncer et tu dois le dire. Et y a toujours, t'as encore cette gêne ? Alors, je l'avais jusqu'à très récemment. Et pourquoi ? Parce que je l'avais toujours pas accepté en fait. Ouais, ça vient de toi. Ouais, ça vient de moi parce que le travail d'acceptation c'est un truc hyper long et je pense que ça c'est commun pour tous les troubles psy quand j'écoute des témoignages ou autres. Le moment de l'acceptation, entre l'annonce et l'acceptation, il y a un monde quoi et il se passe du temps. Donc justement c'est en mettant en place toutes ces petites routines, tous ces petits réflexes, j'ai aussi besoin de beaucoup de sommeil, donc de le respect de mon sommeil, etc. C'est une fois que tu as mis tout ça en place, là tu commences à aller mieux et tu commences à accepter ce que tu as, ton trouble, et tu commences à voir que c'est possible de vivre. Et justement, je voudrais rebondir sur ça qu'on est toujours en bleu, parce que ceux qui nous écoutent ne voient pas qu'il y a un changement d'ambiance au niveau des couleurs dans ce... Parce que là, je continue à rebondir sur tes mots. Quand j'ai dit le mot suradaptation, tu as dit bipolarité. C'est-à-dire que tu l'as associé. Et là, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est je me suradapte plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'écoute d'abord mon fonctionnement. Je respecte mon fonctionnement. J'ai besoin de sommeil. J'ai besoin de manger à heure fixe. Par exemple, tu m'expliquais comment ça se passe chez toi au niveau des repas. C'est-à-dire que des fois, il y a des décalages avec d'autres personnes du foyer. Mais en fait, moi, j'ai besoin de faire ça. Donc, je mange comme ça parce que c'est ça dont j'ai besoin pour mon rythme. Tu me disais par rapport à moi quand on travaille. Moi, tu sais que je suis capable d'enchaîner des heures et des heures sans pause, ce qui n'est pas forcément mieux. Mais tu dis, moi, j'en ai besoin. Et tu t'aères. Et en fait, sans t'excuser, quoi. Enfin, j'entends ça. Oui. Et justement, c'est quoi le lien que tu fais entre suradaptation et bipolarité ? Parce que je pense qu'il y a un effet de société pour ça, pour moi. Oui, parce qu'en fait, du coup, quand tu as ce trouble et que tu as besoin de ces pauses-là et que tu as besoin de terminer tôt parce que tu as besoin d'aller au dodo tôt, que tu te fatigues beaucoup plus vite que les autres, c'est pas hyper compatible en fait avec un job dans la finance, par exemple. Je me suis acharnée parce que j'ai fait 17 ans dedans, donc tu vois, la suradaptation elle est là, et en fait de vouloir se battre contre ce changement d'humeur, ça sert à rien parce que ça va être encore pire en fait. Soit ton humeur elle va monter encore plus ou elle va descendre encore plus. Donc en fait faut reconnaître, arriver à reconnaître le changement d'humeur. Donc ça, c'est tout le travail que tu fais en thérapie avec le psychiatre, justement, pour reconnaître quand est-ce que ça arrive. Et quand tu reconnais que ça arrive, là, tu
tu t'adaptes pas, tu te suradaptes pas. C'est ça, je force pas. Tu t'écoutes, tu te suradaptes plus, tu ne forces plus. Je force plus. Tu écoutes et tu adaptes. Tu adaptes, si j'entends. Et c'est marrant parce que quand je t'ai posé justement la question de normalité, donc je sais qu'il y a eu la règle, j'ai oublié le mot d'avant. Mesurer. Ouais, non, t'as pas dit, je crois que t'as dit un autre mot, mais c'est pas grave. Mais j'entends ça, je me suradapte pour être dans la norme, alors qu'en fait, aujourd'hui, une fois que je suis diagnostiquée et que si je refais le fil de l'histoire, c'est que je voulais remonter à l'adolescence, j'ai eu des cycles, puis il y a des cycles de saison, il y a plein de cycles. Mon fonctionnement naturel de par, comme on dit, on n'arrive pas encore à remonter à l'origine de qu'est-ce qui fait que on a ce trouble de bipolarité. On a des idées, des explications, mais on n'a pas encore quelque chose de réellement établi. Mine de rien, en fait, c'est soit je force et je me suradapte, mais effectivement, ce qui fait que ça fait justement encore plus les phases, parce que ça surstimule ou ça force. D'ailleurs, le burn-out, j'appelle ça moi aussi une forme de maladie de la suradaptation. On suradapte à des cases. Qu'est-ce que tu dirais justement à la société, tu vois, parce que je sais pas d'ailleurs s'il y a une statistique de combien on estime de troubles de psychique ou de combien il y a de bipolaire, mais effectivement de se dire c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure dans l'introduction, c'est et quand on en a discuté, c'est en fait je me suradapte, mais j'ai un fonctionnement, mais je crois qu'il y a aussi une vision du monde qui est différente dans la manière dont je vois, dont je ressens les choses, parce que tu m'as dit, être bipolaire, c'est être aussi hypersensible. Oui. Je sais que tu as aussi des sujets de neuroatypie, donc ça fait, on a des jolis... Il y a un petit cocktail. Ouais. Il y a un joli cocktail qui fait que on n'a pas une vision du monde, mais pourtant on nous demande tous de rentrer dans un cadre, dans une norme, dans cette espèce de boîte dans lequel on n'est pas dangereux, on n'est pas différent, on n'est pas anormal. Je ressens les choses et j'ai un fonctionnement, j'ai une vision du monde qui est différente. Mais cette différence, elle peut apporter quelque chose au monde. Je sais pas ce que tu penses de ça. J'ai longtemps trouvé que c'était complètement idiot de le voir comme ça, parce que moi je le voyais comme une souffrance. Aujourd'hui, avec tout le travail de thérapie que j'ai fait, je le vois effectivement plus comme ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que ça me donne ce côté un peu différent que finalement j'aime bien. Et ce petit quelque chose que les autres n'ont pas, et là ouais, ou moi j'adore le titre du film d'Artus, un petit truc en plus, c'est un peu ça. Le côté, alors faut savoir que les personnes qui ont un trouble bipolaire sont hypersensibles. C'est pas tous les hypersensibles ne sont pas bipolaires, mais voilà, les hyperpolaires sont hyperpolaires. Hyperpolaires. Ouais, mais tout est dans le plus, tu vois. Voilà. Et du coup, ça me permet effectivement de voir des choses que certains voient pas. Par exemple, chez des gens, j'arrive à sentir vraiment la personne que j'ai en face de moi, sans pouvoir mettre de mots dessus, mais je ressens les trucs. Il y a des couleurs que je vois. Ça a l'air un peu dingue quand je dis ça, mais je vois des couleurs. Ça me permet d'apprécier encore plus les choses belles du monde qu'il y a autour de nous, quoi. La musique me fait un effet dingue, respirer me fait un effet dingue, voir la nature me fait un super truc, et ça c'est des choses que plein de gens sont pas capables d'apprécier. Pour moi, c'est pas un effort, tu vois, ça vient naturellement, et ça, je trouve ça cool et beau. Et je pense que du coup, ça ferait du bien à plein de gens, des fois, de voir comme je vois. Voilà. Et c'est compliqué, par contre, de rentrer dans un moule hyper normé comme l'a été la finance. Je sais aussi, pour avoir discuté avec d'autres bipolaires, que du coup, beaucoup ont des difficultés à trouver un emploi ou à rester dans un emploi très traditionnel. Et c'est d'ailleurs du coup une maladie qui a été reconnue comme étant invalidante, un handicap. Et je le dis pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas l'info, on peut faire un dossier à la MDPH, donc la maison du handicap, pour pouvoir être aidé financièrement quand on est vraiment dans l'incapacité de pouvoir retourner dans un travail, j'ai envie de dire, très traditionnel, très classique, avec des horaires où faut que tu viennes tous les jours, etc. Parce qu'en fait, il y a des jours où tu peux pas venir, quoi. Et j'ai la chance
de m'être associée avec toi, une personne qui est en capacité de comprendre ça, et du coup d'avoir ce job où je peux aussi choisir mes horaires, quoi. C'est-à-dire que si un matin je vois que j'y arrive pas, eh ben je décalerai au lendemain et voilà, et c'est pas grave. Mais parce que j'ai cette chance d'avoir inventé avec toi mon travail, et puis d'avoir aussi une associée qui est sensible à ça et qui l'accepte en fait. Et c'est pas le cas pour toutes les personnes qui ont un trouble bipolaire et qui sont forcées de retourner dans un environnement normé, justement. Voilà, et qui sera pas bon pour eux, parce qu'en fait, tu dois être... Enfin, moi, je me souviens, en banque, en fait, t'as cette pression de performance où tu dois être bon tout le temps, en fait. Et y a pas de lâcher. Non. Ça s'arrête jamais. Ça tous les s'arrête trimestres, jamais. on fait tes chiffres, etc. C'est un non-stop. Mais même tous les jours, en fait, ou toutes les semaines, tu sais où t'en es dans tes chiffres et tout. Et si t'as un coup de mou, on va venir te voir et dire qu'est-ce que tu fous, en fait, voilà. Bah, c'est plutôt qu'est-ce que tu fous, pas qu'est-ce qui t'arrive. Ouais. Donc ça par exemple, c'est pas compatible avec ce que j'ai, et pourtant je me suis acharnée, et c'est pour ça que j'en suis arrivée je suis arrivée au bout du bout, et j'ai été diagnostiquée après un burn-out, et ce qui arrive à beaucoup de bipolaires, parce que parce qu'on sait se suradapter, on sait pousser, on sait utiliser aussi la montée et le up pour pouvoir rattraper et performer, quoi. Rattraper en fait la période où t'étais en down et où t'as rien rentré comme chiffre. En fait, t'es capable de faire ton chiffre de l'année en 2 mois, 3 mois, et d'être pépouze, j'ai pas envie de le dire parce que c'est pas le mot pépouze, parce que t'es en souffrance, tu vois, mais de pas de pouvoir ralentir, lever le pied, en fait. Mais de toute façon, t'es pas en capacité, donc c'est même pas une sorte de lever le pied, c'est que tu peux pas. C'est une incapacité. C'est que tu peux pas, et ça c'est très bien montré dans l'épisode de la série Modern Love, où justement du coup elle se fait virer de plusieurs cabinets, et elle explique aussi que c'est ce qu'elle faisait pendant ses études, c'était que pendant 2 mois elle bossait comme une dingue, et du coup elle arrivait à passer son diplôme, alors qu'en fait elle avait passé le reste de l'année dans son lit à déprimer, quoi. Et je pense que j'ai fait ça aussi pendant mes études, tu vois, en refaisant le film, exactement. Je trouve ça hyper intéressant, mais en fait ça, tu peux pas donner les chiffres, mais peut-être parce que tu l'as pas, et puis pour le coup, j'ai pas pensé à aller le chercher. Je sais pas aujourd'hui combien on a diagnostiqué, parce que forcément, c'est pas combien il y a de bipolaires, parce que pour avoir un chiffre, il faut que la personne soit diagnostiquée. Ouais. Il y a plein de gens qui ne le sont pas. Toi, tu as été diagnostiquée l'année de mes 40 ans. Décidément, qui est passé sur le fauteuil, qui est passé Magali. À 40 ans, mais même j'ai eu quelqu'un pour le TDAH. Enfin voilà, il y a un truc à 40 ans, les hormones de nos femmes, mais 40 ans, entre guillemets, on commence à basculer à la deuxième moitié, donc on a une première moitié de vie, donc c'est quand même un bon moment où on s'est suradapté. Ce qui est intéressant, c'est que, mine de rien, même les gens qui font des burn-out, il y en a de plus en plus, même s'ils sont très liés à... Il y a une surreprésentation en burn-out de neuroatypie, ou certainement de troubles. Ça prouve bien qu'on a quand même une partie de la population aujourd'hui qui a des capacités extraordinaires, non exploitées, ou qui se suradaptent, parce que il faut rentrer dans cette fameuse case qu'on mesure, que tu as dit tout à l'heure. Alors, on va pas la changer tout de suite. L'idée, c'est quand même d'essayer, mais de montrer qu'aujourd'hui, pour déjà ceux qui sont malheureux, même si ils ont plus de facilité à rentrer dans les clous, on voit bien qu'aujourd'hui, on a poussé le cadre de la norme, du travail, etc. Je sais pas si on est à son paroxysme aujourd'hui, de la performance, de faire toujours plus, etc. Mais aujourd'hui, les gens deviennent malades de ça, soit au niveau de la santé mentale, ou on voit bien qu'effectivement, elle ne parle pas à tous, mais surtout, je pense que malheureusement, elle ne permet pas à tous ces gens qui ont ce petit truc en plus, donc je reprends vraiment cette phrase Tim D'Artus, de pas justement leur faire exploser, j'ai envie de te dire, leur particularité, leur potentiel derrière ça, parce que je pense que c'est une vraie richesse de pouvoir voir le monde différemment, de le sentir différemment, et de pouvoir aider par rapport à cette différence, d'aider aussi à voir les choses différemment.
C'est mon point de vue, hein, et ça ne demande pas... mais je pense qu'il y a vraiment des choses à explorer là-dessus. Pas mettre les gens en tu vois, quand tu dis, vous pouvez pas travailler, donc entre guillemets, aller chercher votre truc handicap, parce que vous êtes incapable. Tu vois, je trouve que le mot est... T'imagines, au lieu de dire, en fait, j'ai une richesse qui est différente, j'ai une vision qui est différente, j'ai un potentiel qui est différent, et ça, il y a une richesse derrière ça. Non, va faire ton dossier d'incapacité parce que finalement, pour la norme, t'es incapable. Je tire le trait exprès. Alors, pas incapable, mais le mot, c'est une incapacité. Oui, non, c'est un handicap. C'est vrai que c'est un handicap pour travailler dans la norme, dans un endroit très traditionnel et à moins d'avoir fait toute une démarche pour avec ton employeur justement pour essayer d'adapter au mieux et de pouvoir vivre ton trouble sans tout en travaillant, c'est compliqué. Il y a eu, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un peu quand même d'avancées après le Covid où il y a eu plein de problèmes de santé psychique et mentale qui sont posés, qui ont explosé, et que là par contre il y a un retour en arrière justement avec les employeurs qui veulent arrêter le télétravail, où il faut revenir au bureau, présence au petit bureau. Chef Fayon, présence, très français, exactement. Très dans le contrôle, petit chef qui a besoin de voir ses avec sbires. Le manager qui est derrière toi, exactement. Très infantilisant, très français, hein. Ouais. Mais je crois aux États-Unis aussi, parce que il me semble que aussi, Google fait revenir tout le monde. Enfin, voilà. Donc, je sais pas si, mais dans le meilleur des mondes, oui, ce serait bien que on puisse avoir un truc où on peut s'adapter, quoi. Mais c'est pas encore vu comme ça. Non, sinon, comme tu l'as dit, il faut plutôt aller créer. Faut le faire soi-même, en fait. Créer son cadre. Ouais, faut le faire soi-même. Si je reviens à ton histoire, on a changé de couleur, j'ai remis rose. Je m'amuse. Je voudrais revenir quand même, merci pour cette parenthèse qui tient un peu plus le fil de, c'est pas que toi, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel on est par rapport à cette bipolarité. J'aimerais revenir au regard. On a parlé de la société, mais j'aimerais revenir au regard des autres. Si t'es OK, c'est comment ça s'est passé avec tes proches? Parce que je sais qu'il y a eu, peut y avoir les parents de mon enfant, et il peut y avoir aussi je suis maman avec mes enfants ou avec le conjoint. Est-ce que t'es OK de se dire comment ça s'est passé? Pour mes parents, ça a été, je pense pour eux, une source d'inquiétude. Je sais que ma mère était très inquiète pour moi à ce moment-là. Pas forcément ils comprenaient pas. Il y avait un peu un déni, non? Pas possible. Déni, non, mais ils comprenaient pas le diagnostic. Non. Ouais, le diagnostic, en fait, pour eux, effectivement, il y avait une vraie dépression. J'avais traversé des épreuves difficiles et voilà, mais bipolaire, ils comprenaient pas parce que je pense que mes parents m'ont jamais vu en up. Après, mon mari, lui, les sujets de santé mentale, c'est pas un sujet. Tu vois. C'est-à-dire, explique, parce que... ça n'existe pas, quoi. On est du déni, là, pour le coup. Là, effectivement, il y a eu... Je peux le placer. Il y a eu un peu de déni, mais qui n'a pas duré très longtemps parce que il l'a vécu, pour le coup. Mais ça veut dire quoi, pour lui, le sujet de santé mentale, c'est pas un sujet? Pour Damien, par exemple, tu peux être en dépression, mais... une dépression, en fait, tu t'en sors en te mettant un coup de pied au cul et t'avances, quoi. Je pense que il peut y avoir des dépressions où tu t'en sors comme ça, et puis il y a des dépressions sévères où là, c'est pas un coup de pied au cul. Et justement, quand on te dit vas-y, mets-toi un coup de pied au cul, c'est encore pire parce que là, tu te sens... une moins que rien, pour le coup, le pas capable. Là, est complètement incomprise. Là, t'es complètement dedans. Donc, comme il l'a vécu, si tu veux, à côté de moi et avec moi, parce que... il a vu les up and down, lui. Et en fait, ça a expliqué... Beaucoup de choses. Et puis, finalement, ça a révélé qui j'étais. Donc, du coup, il y a eu ça.
Il l'a accepté. Est-ce que tu t'es plutôt senti... Je sais que tu as un entourage favorable, mais je pose la question pour poser la question, entre guillemets, mais tu t'es senti globalement soutenu, jugé? Est-ce qu'on a... Globalement, on vit tous avec ce problématique. Si on a un inconscient collectif de on est fou, c'est dangereux, c'est Britney Spears, il y a le regard de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que tu t'es senti soutenu? Est-ce que tu t'es senti jugé? À qui on le dit, justement? Je t'entendais dire, au fur et à mesure, j'ai un filtre quand même à qui je le dis, tu vois? Ouais, j'ai un filtre à qui je le dis. Donc, t'es plutôt soutenu, jugé? Enfin, comment ça s'est passé? Je me suis sentie... Alors, j'avais peur d'être jugée. Voilà. J'avais peur d'être jugée parce que moi-même, j'avais cette image et cette appréhension de la bipolarité. Par contre, quand je l'ai dit à mes amis proches ou si on revient sur mon mari, il n'y a pas eu de rejet ou de peur ou de machin. C'était... Ils étaient là, c'était plutôt dans le soutien. Exactement. J'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de compréhension. J'ai un mari qui m'a tout de suite dit prends soin de toi et prends le temps de prendre soin de toi, en fait. Il m'a aidé à traverser des périodes compliquées. Il a vraiment été top dans cette période-là et en plus, sans jamais me mettre de pression. Sans me dire il faut que tu retournes travailler ou il faut que tu fasses ci ou il faut que tu fasses ça. Ma mère a essayé de tout faire pour me soulager, de prendre les enfants, de beaucoup discuter avec moi, elle aussi refaire tout ce travail avec moi de mais qu'est-ce qui m'est arrivé en fait, comment j'ai pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, enfin tu vois, ça a provoqué aussi des discussions qu'on n'avait jamais eues et qui finalement ouvre des portes, non? Ça fait qu'aujourd'hui on est beaucoup plus proche qu'on ne l'était tu vois, quand j'étais une jeune femme par exemple. Donc d'avoir traversé ça avec mes proches, c'est des liens indéfectibles, quoi. C'est à vie, en fait, du coup. Donc, voilà, tous ces proches à qui je l'ai dit et à qui je l'ai partagé et justement qui m'ont soutenue, je les remercierai jamais assez. Sans eux, je serais pas là. Voilà. Et justement, mine de rien, t'as le cercle proche, donc là, tu vois que il y a ce soutien, il y a cette compréhension et mine de rien, si je tire le fil sans vouloir être pareil, impudique, s'il y a tu dis je leur remercie d'être là et on se dit oh là ils ont été compréhensibles, ça veut dire qu'effectivement on pourrait croire que on pourrait juger et donc de ne pas l'être, de se dire j'ai un trouble de la bipolarité et toi-même justement t'as filtré, tu te dis je commence à en parler, est-ce que si je peux te poser la question comme ça, est-ce que si on le file, c'est que quelque part, tu parlais aussi du fait de l'acceptation de soi, mais est-ce que derrière, il y a de pas le dire, est-ce que c'est un rapport de honte? Quand je dis honte, c'est pas négatif, mais pour moi, est-ce que j'accepte et c'est OK, ou quand j'accepte pas, est-ce qu'il y a un rapport de bipolaire, il y a, tu as dit, j'ai peur du jugement, quoi. C'est quoi tout le mécanisme qu'il y a autour? Peur du jugement, clairement. Peur du regard des autres. Peur qu'ils me pensent dingue, mais au sens dingue, tu vois, bonne à attacher sur un lit d'hôpital, en fait. La camisole, quoi. Ouais, cette image-là qui revient. Et je sais que, par exemple, tu vois, je me souviens, un jour, je suis allée faire un massage et la nana me dit massage énergétique, tout ça, parce qu'à une époque j'essayais tout ce que je pouvais pour aller mieux. Et voilà, elle me dit ah oui, vous avez des trucs un peu particuliers à dire, et je dis j'ai un trouble bipolaire. Et là en fait la nana fait carrément un pas de recul, quoi, mais physiquement elle fait un pas de recul. Et je lui ai fait peur, je pense. Après, est-ce que c'est moi qui l'interprète comme ça parce que j'avais à l'époque encore mon filtre, que c'était pas accepté et tout ça, mais je te jure que je vois le pas de recul, quoi. Et du coup, quand tu te confrontes à une ou deux expériences comme ça, t'as pas envie de le dire, quoi. Et est-ce que pour toi, ça instaure la peur et le rejet? Ouais, encore aujourd'hui, même si ça y est, l'acceptation, elle est faite, parce que tu vois, regarde, je suis là en train de t'en parler, alors qu'on en parlait il y a encore 2 mois, c'était no way.
donc le travail d'acceptation, il avance, il continue. Bien sûr. Ouais, dans le regard de certaines personnes qui sont pas forcément proches, j'ai pu voir ce pas de côté. Ce pas de côté. Pas de même arrière. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui apprend qu'il a un trouble de la bipolarité, qui vient de se faire diagnostiquer? Tout va bien, ça va bien se passer. C'est cool. Ça va être long parce qu'il y a pas mal de choses à apprendre pour pouvoir devenir soi. Parce qu'en fait, tu passes par une phase de tu sais plus qui t'es. Tu sais plus qui tu es et c'est dur et c'est compliqué, mais en fait ça va aller, ça va passer et faut s'accrocher parce qu'en fait même si tu crois que tout est foutu et que t'es dans une phase hyper down et que t'as des idées ultra noires et machin, ça vaut le coup parce qu'en fait derrière c'est beau une fois que tu l'as accepté. Il y a plein de choses en fait qui peuvent aider à aller mieux. Ça se fait pas en 3 jours, donc il faut s'accrocher. Il faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide et de s'entourer. Et en fait, si tu vois ton psy toutes les semaines, t'y vas toutes les semaines. Et puis après, t'écartes au fur et à mesure et tu t'aperçois qu'au bout d'un moment, ça y est, quoi. Il y a un truc qui se stabilise. Il y a un truc qui se stabilise et surtout, il y a une forme de liberté. Enfin, tu vois, tu te sens tout de suite moins lourde. En fait, tu poses ton rocher, quoi. Tu vois, je sais pas, tu le portes comme un truc hyper lourd et là, tu deviens légère et là, tu peux kiffer et profiter de la vie, quoi. Mais se faire aider surtout parce qu'en fait, tu peux pas y arriver tout seul avec un truc comme ça. C'est pas possible. Enfin... T'as expliqué aujourd'hui comment tu l'avais apprivoisé, entre guillemets, quand je dis apprivoisé, ou en faire toi, quoi. En fait, il y a un moment, c'est pas quelque chose qui est à côté, c'est... Enfin, voilà. Tu l'as dit avec un rythme, ces fameux rituels, plus de lenteur aussi. Ouais, beaucoup plus de lenteur. J'accepte de pas être performante, tu vois, c'est ça un gros sujet, de pas être performante. D'oublier des trucs, ou des fois d'être à côté de la plaque. Je comprends pas ce qu'on me dit des fois. Tu vois, je suis obligée de faire répéter les gens. Ça arrive à tout le monde. Ça, y a pas mais beaucoup quand même chez moi. Mais du coup, j'ai trouvé je prends le parti de trouver ça rigolo, quoi. Voilà, c'est... Je voudrais juste rebondir et je pense qu'on va commencer à arriver sur la fin, mais à ce que tu viens de dire juste avant sur quand t'as donné plus ou moins ton conseil à quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué bipolaire, où tu as dit à un moment tu sais plus qui tu es. Oui. Là on est en train de parler d'un rapport très identitaire. Est-ce que tu serais ok de parler un tout petit peu de ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui se passe? C'est à quel moment? C'est justement on te donne le diagnostic? Oui, parce qu'on en a parlé un petit peu au début. Tu vois, c'est déjà bipolaire en soi. Tu vois, tu penses que c'est ton identité, mais en fait ça l'est pas, parce que t'es pas bipolaire. J'ai un trouble bipolaire. Je souffre de bipolarité. Donc il y a déjà tout ce travail là à faire, et après c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est moi Florence, tu vois, je pensais que c'était la meuf qui avait la patate, qui était drôle, fun, joyeuse, plein d'idées, etc. En fait, j'ai appris que en fait, je suis pas ça. Ça, c'est Florence qui est en up. Moi, celle que je suis, justement, c'est l'euthymie. Et j'ai appris à l'aimer, cette Florence en euthymie, et à dire que, en fait, c'est moi, ça. Voilà. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ouais. Et comment t'es arrivé à ça? Parce que tu l'as dit, ce fameux up où j'arrive avec ma trottinette au bureau, je vais tout déchirer avec la musique de Beyoncé, tu vois, et avec cette adrénaline, cette puissance. Forcément, comme tu dis, c'est qu'il y a un rapport de contraste et de comparaison. Je sais que je peux atteindre ça et la sensation que ça procure. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est la sensation que ça procure. Comment effectivement, et du coup, forcément, celle qui paraît plus stable, elle a un
petit goût un peu plus fade, quelque part. Qu'est-ce que tu as fait pour apprendre à aimer et à se dire, tout est Florence, mais celle-là, putain, elle voit un truc de ouf, quoi. Ça a l'air très con et très coach de développement personnel, tu vois. Qu'est-ce que t'as contre les coachs? Non, mais tu sais que je te pique là-dessus, mais influenceuse à Bali, tu vois. Mais la bienveillance, en fait, c'est un mot que je prenais par-dessus la jambe avant. Et que j'ai pas du tout été bienveillante avec moi. J'ai encore du mal à l'être, mais je le suis de plus en plus. Et c'est ça qui m'a permis d'accepter que la Flo en Euthymie, elle est bien, quoi. Donc, ouais, et c'est surtout que, en fait, alors c'est vrai qu'on cherche ce up, mais en fait, il est fatigant, il est usant, et aujourd'hui, j'ai besoin de plénitude. Alors pareil, c'est encore un mot à la con, tu vois, que tu vas trouver dans tous les bouquins de développement personnel, et voilà. Mais c'est vrai, en fait, hyper générique et hyper fourre-tout, mais en fait, je trouve pas d'autres mots que ça. Tu vois, ce truc un peu plus paisible, en fait. Ouais, paisible, exactement. Et aujourd'hui, ma vie est paisible. J'ai plus de up, j'ai plus de down, et je kiffe ça. Et je kiffe, du coup, être celle de l'Euthymie. Et du coup, ça reboucle avec nos 3 mots du début: équilibre, amour et joie. Ouais, vraiment. Tu le sens beaucoup plus dans ta vie aujourd'hui? Oui. Oui, équilibre, évidemment, équilibre, ça va de soi. On vient de l'expliquer, on en a parlé tout l'épisode. Amour, parce qu'en fait, j'ai reçu beaucoup d'amour de tous mes proches, et je me suis aimée moi-même aussi, donc beaucoup d'amour de moi. Joie, parce que du coup, j'apprends à profiter. Et de ce que j'ai sans aller chercher plus, en fait. Et avec plus de lenteur et de présence. Exactement. Et pour terminer, si tu avais un mot à dire à la Florence avant le diagnostic, tu lui dirais quoi? J'aurais aimé qu'elle en sache un peu plus sur cette maladie. Je lui aurais dit oh putain, il y a des signes, meuf, quand même. Te crame pas. Apprends à t'aimer, quoi. Merci Florence. Merci à toi. Merci pour ce témoignage, merci d'avoir fait le pas, parce que comme tu l'as dit, il y a 2 mois, c'était nada. No way. No way. Ça prouve aussi qu'on est en chemin et qu'on a chacun ses manières de faire son chemin, justement. Je crois qu'aujourd'hui, quelque part, c'était aussi ce que tu as dit en mode teasing. Pourquoi j'ai accepté? Tu l'as dit en filigrane, mais je ne veux pas te paraphraser, mais si tu veux reprendre juste la parole là-dessus. Je pense que c'était la dernière brique à mettre sur mon chemin de l'acceptation, en fait. Donc, et je suis Florence, je suis pas bipolaire. Ouais, c'est ça. Je suis Florence et j'ai un trouble de bipolarité, mais je suis Florence. Et je suis fière de qui je suis, et je peux parler de ça sans jugement, sans honte. Et je kiffe. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté La Relève jusqu'au bout. Écoutez le témoignage de Florence, comme vous avez pu entendre, qui est un vrai pas pour elle. Et merci à elle de venir témoigner. Si aujourd'hui vous avez des gens dans votre entourage qui ont ce trouble, ou vous-même vous pouvez voir éventuellement des signes que Florence a dit, comme moi je peux le dire à un moment, on n'est pas forcément les plus à même, d'ailleurs, quand c'est nos proches, de les aider. On peut les soutenir, on peut être à côté d'eux, on peut les écouter. Mais elle l'a dit, que ce soit même moi pour le burn-out ou autre, il y a des spécialistes, il y a des gens qui sont beaucoup plus à même de nous accompagner. Donc voilà, ne restez pas seuls. Franchement, ne restez pas seuls. Florence l'a dit, dans ces moments-là, il y a beaucoup de souffrance, et il n'y a rien de pire que ces moments de souffrance extrême. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il y a de la lumière au bout du tunnel. Il y a des gens extrêmement compétents, il y a des associations, tu l'as dit, la Maison Perchée, qui sont là pour être en soutien, pour vous aider. Donc vraiment, voilà, ne restez pas seuls. Donc merci Florence pour ce témoignage et de l'avoir dit. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et comme vous le savez, sur La Relève, n'hésitez pas à nous aider, à nous soutenir. Je l'ai dit en début d'épisode. Abonnez-vous sur les plateformes d'écoute Spotify, Apple
Apple Podcast, Deezer, et mettez-nous 5 étoiles. Vraiment, ça nous aide à être encore plus visible, d'avoir des témoignages comme Florence et d'autres, parce que à nous entendre, ils voudront témoigner, et inversement, les gens qui ont peut-être besoin d'entendre ce témoignage, les entendre. C'est comment justement on peut permettre à toutes ces personnes de matcher et d'être entendues et d'entendre le message qu'elles ont besoin d'entendre. Si vous êtes effectivement sur Spotify vidéo, sur YouTube vidéo, mettez-nous des pouces sur YouTube. Mettez-nous des pouces sur YouTube. Oui, parce que c'est Florence qui s'occupe beaucoup de YouTube sur La Relève, donc mettez-nous des pouces sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne, parce qu'effectivement, vous pourrez voir les effets vidéo, les incrustations qu'on va pouvoir mettre. En tout cas, voilà, on en parle avec beaucoup d'amusement. Nous, on prend beaucoup de plaisir. En tout cas, merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Et je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève.